Salut tout le monde, pour la 7e édition du Fondamental Podcast, j'ai eu l'occasion de rencontrer Ellie et Raph qui sont venus à Toulouse pour faire le CrossFit Level 2 à Culture Fit. Pendant ce podcast, on a discuté de plein de choses, on a discuté de leur parcours professionnel, leur parcours sportif, de ce qu'ils ont fait pour CrossFit, de ce qu'ils font pour CrossFit aujourd'hui, un petit peu des actualités. Avant de commencer, je tiens à les remercier pour le temps qu'ils ont passé avec moi, pour le petit échange qu'on a eu. N'hésitez pas à les follow, je vous mets leur lien Instagram, etc. Juste ici et aussi en description. Bonne écoute ou bon visionnage, je vous laisse avec le podcast. Allez, let's go. Du coup, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec un podcast avec Ellie et Raph, deux personnes importantes du CrossFit, du monde du CrossFit en tout cas en France. Et on va parler un petit peu de leur parcours, etc. etc. Première question que je vous pose à tous les deux. Qui commence en premier? Mais c'est qui es-tu, d'où viens-tu et quelle est ta relation avec l'entraînement fonctionnel? Ouais. Si vous avez capté cette phrase. Raph, dis-moi tout. Je m'appelle Raphaël, je viens d'Auxerre. C'est les origines juste où je suis né ou... Non. Ouais, Je viens d'Auxerre. J'ai 48 ans. Quelle est ma relation avec l'entraînement fonctionnel? Douloureuse. douloureux. J'ai une relation douloureuse. Donc, j'aime l'entraînement fonctionnel. Ok, très bien. Et il aime quand ça fait mal après. 49 de swing. Écoute, moi c'est Ellie. Pour le coup, moi je viens vraiment de Paris. Ok. J'ai vraiment vécu toute ma vie là-bas, même si maintenant je suis en banlieue parisienne. Et ma relation avec l'entraînement fonctionnel, en vrai, c'est ma relation avec l'entraînement tout court. Je crois que c'est la plus longue histoire d'amour de mon existence. Voilà. Et, euh, Et je suis presque resté fidèle dans celle-là. Donc, je savais qu'il allait m'attendre, donc il allait me regarder avec un air de con. J'essaie de pas Donc, croiser ton regard. non, en vrai, voilà, moi, c'est un truc qui me passionne, que j'aime beaucoup enseigner. Et voilà. Ok, cool. Ça fait longtemps que vous faites on va le dire le mot, on s'en fiche, le mot CrossFit, ça fait combien de temps que vous faites du CrossFit? Ça fait un moment déjà? Vous avez commencé au début, vous avez pris le wagon, vous avez pris le train en marche? J'ai commencé il y a 14 ans. Attends, on est le combien là? Et 3h14. Le 17, il y a 14 ans aujourd'hui. Ok, cool. Voilà. Donc quand même dans les débuts quoi. Ouais, les bah, tout ouais, débuts du ouais, CrossFit. Apparemment 17 octobre 2011. Ok. Je sais parce que j'ai un collègue qui m'a tagué dans une publication qu'il a faite juste après être sorti de notre séance d'essai, grosso modo. Ok. C'était où ta première séance d'essai, tu te souviens? CrossFit Montpellier. D'accord. Ok. Ouais. Une des premiers. Ouais. Ok. Cool. Toi, Ellie? Ouais, j'ai eu peur, je croyais que c'était un tueur en série. Je me suis dit, comment il retient ça? Ça, Facebook m'a rassuré. Oui, moi j'ai commencé le CrossFit, j'ai pas de date précise, par contre pour le coup, mais aux alentours de 2010. Mais après, quand je dis commencer le CrossFit, c'est vraiment un bien grand mot, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'ai un pote à moi qui est arrivé et qui m'a dit voilà, j'ai été sur internet et j'ai trouvé un entraînement et on va le faire. Ok. Voilà. Et c'était sur Paris aussi? Ouais, c'était sur Paris, ça va être dans mon ancienne vie, j'étais policier. Ouais. Et du coup, on avait une salle d'entraînement qu'on avait en commun avec la RATP. Du Mhm. coup, s'il y a des potes du GPSR de l'époque qui écoutent ça, je les salue. Et du coup, J'espère. on s'entraînait dur. Et on avait aussi des mecs qui nous entraînaient, mais c'était un bon bout de culture. Chacun amenait un peu ses trucs. Et voilà. Et un jour Fabien, pour pas le nommer, a ramené un entraînement de CrossFit. Et puis voilà, c'était fini. Ok, trop bien. Donc t'étais dans la police avant. Ouais. Et toi, Raph, tu faisais quoi avant? Avant ton Je job faisais- actuel? Je faisais du conseil, j'ai fait plein de jobs D'accord. et je faisais du conseil et de la formation. Ok, donc ça se rapproche quand même un peu de ce que tu fais aujourd'hui, non? Oui. Toujours dans la formation. Oui. Bien. Ok. Du coup, le CrossFit, vous l'avez découvert un peu aux prémices. Comment ça se passait? Vous avez commencé, du coup, toi, pas dans une salle affiliée. Toi, t'as commencé Il y avait dans un pas, garage, ça n'existait pas forcément. ouais, il y avait pas de salle affiliée. Ouais. C'est d'ailleurs ce que la génération d'aujourd'hui a du mal à capter. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de salle affiliée, il n'y avait pas de barre de pull-up, il n'y avait pas de kettlebell. L'haltérophilie était vraiment une discipline en voie d'extinction. Et la gymnastique était une activité réputée pour fabriquer des nains. Je rigole pas. Ouais, non. C'était à peu près ça. Donc je pense qu'en termes d'activité physique, soit tu faisais du bodybuilding, plus ou moins mytho, non, mais moi j'appelais ça comme ça. En fait, tu voulais être baraqué, mais Le mytho-building. tu voulais pas être bodybuilder, tu vois. Tu voulais juste être baraqué. Éventuellement, peut-être tu faisais un peu de force, mais vraiment avec beaucoup de croyances, enfin, de légendes urbaines, quoi. Mhm. Squat pas trop bas, attention au deadlift, tu vas te faire mal au dos, etc. Et les presses au-dessus de la tête, franchement, je pense que c'est quand tu voyais un mec faire un développé militaire dans une salle de musculation
Franchement, il passait pour un mec déjà obscur, donc imagine le reste. Et, euh, et voilà, et donc ouais, donc il n'y avait pas de salle. Je crois que la première salle affiliée en France, c'est 2010, et c'est à Villeparisis, CrossFit France. Et c'était vraiment une initiative très très marginale. Original. Ouais. Ok. Ok. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic et vous dire, ou peut-être c'était même pas un déclic d'ailleurs, mais de franchir ce cap, de passer de votre ancienne vie à votre nouvelle vie de coach et je me lance dans le truc et je découvre ce que ça fait? Est-ce qu'il y a eu un petit déclic chez toi, Raph? Mais je suis pas coach, moi. Ok. T'as déjà dû coacher des classes dans ta vie, j'imagine quand même. Non, mais- Écoutez, Jean-Paul Goudier, on m'a demandé de venir, mais je suis pas maître, je suis pas en bâtiment. Pour ceux qui font la rêve. Ok. non, je suis pas coach. Ou en tout cas, cette envie de mettre le CrossFit au centre de ta vie, si on peut dire ça comme ça, tu vois, au centre de ton travail et de ce que tu fais tous les jours. Moi, c'est venu par hasard. Ok. C'est venu complètement par hasard. J'ai toujours été dans le sport, mais le sport en France, c'est très souvent plutôt dans le milieu associatif. Ouais. Donc moi, je suis un produit du sport associatif Mhm. dans tout mon parcours. Et puis, j'ai toujours eu un pied dans l'entraînement, mais c'est l'entraînement bénévole dans le milieu associatif. Je veux dire, j'ai entraîné des équipes de basket, j'ai entraîné... mais ça a jamais été... l'objectif n'a jamais été que ça devienne mon métier. C'était plus récréatif dans ton temps libre, etc. pour. Ouais, on peut le voir comme ça, mais c'est récréatif. Ça prend du temps quand même. Enfin, mais évidemment. je ça- sais pas si tu as fait du sport associatif. Ouais, bien ou sûr. pas, hein, je sais pas, mais ouais, quand t'es au gymnase de ta ville ou de ton village presque tous les soirs après l'école, le lycée, les mercredis après-midi, les samedis, les dimanches, c'est beaucoup de temps quand même, tu vois. bien sûr. Et puis tout est bénévole, et puis tout est, enfin, Ouais. donc c'était pas. J'ai toujours eu un pied dans le sport, mais c'était pas mon job vraiment. Ouais, ouais. Le moment où le sport, on peut peut-être dire, c'est devenu un métier, c'est quand j'étais journaliste. D'accord. Donc Du coup, t'as été journaliste sportif? ouais. 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 Ok. Bah oui. T'as l'impression que c'est un gros mot? Non, c'est parce que ça a pas duré longtemps D'accord. et c'est pas un milieu qui m'a vraiment plu. Et bon voilà, Ok. un peu un chemin de vie, mais le CrossFit c'était la même chose. Ouais. C'était pas prévu non plus. C'était pas prévu et c'est arrivé par hasard. Je faisais des sports de combat et j'ai eu besoin de me racheter un protège-dents. Et je suis allé m'acheter un protège-dents dans la boutique où j'avais mes habitudes et il se trouve que le mec qui tenait la boutique était l'un de mes partenaires d'entraînement. Et arrivé à la caisse, il y a un flyer sur la caisse qui avait que CrossFit Montpellier et je dis à mon pote, tu sais que c'est quoi? Il me dit je sais pas. Je lui dis tu veux essayer? Il dit d'accord et devant lui je prends le téléphone et on book une séance d'essai et voilà. Et bam, le pied dedans. Mais et après tout le reste s'enchaîne comme ça. Absolument sans qu'à aucun moment je me suis dit tiens c'est mon futur, j'ai envie d'en faire mon job ou j'ai envie même que d'en faire mon sport ou tout a glissé absolument par hasard. Ok. Mais vraiment par hasard. Incroyable. Donc L'histoire du protège-dents, quoi. ouais, mais pas que. Enfin, euh, je débute le CrossFit du coup comme ça. Mhm. Je trouve ça cool. Moi à l'époque, je me suis déjà beaucoup abîmé le dos dans mes autres sports. Et pour continuer de faire du sport, des sports de combat en l'occurrence, je suis obligé de voir l'ostéo quasiment 2 fois par mois. D'accord. C'est beaucoup, enfin. Ah ouais, ouais. Mais j'ai pas envie de m'arrêter. Tout le monde me dit tu devrais arrêter de faire du sport. À chaque fois qu'il me voit à la séance, il me laisse partir d'une séance. Quand il me revoit, par exemple, 2 semaines plus tard, tout est redéplacé et il faut tout remettre en place, quoi. Enfin, pour parler vulgairement, quoi. Mhm. Et je découvre le CrossFit. Je lui montre une vieille vidéo qui est toujours sur YouTube, What is CrossFit, où on voit au début un mec sur un vélo assis. Il a un magazine devant lui, un soda avec une paille. Tu vois là, la vidéo. Je lui montre cette vidéo-là, et il y a un moment où on voit Chris Piller qui fait des butterfly pull-up dans les 30 premières secondes. Et il arrête de regarder la vidéo et il me dit oh, ça c'est pas fait pour toi, vu comment ton dos il est abîmé, tu vas te tuer. Ce que je lui ai pas dit, c'est que j'avais la séance d'essai le lendemain. Et donc je fais la séance d'essai, ça me plaît, je m'inscris, je vais m'entraîner tous les jours pendant un mois et je retourne chez l'ostéo. Et quand je retourne chez l'ostéo, je lui dis pas ce que j'ai fait. Ouais, Je lui dis seulement,
Dis-moi comment tu me trouves. Je me suis beaucoup entraîné ce mois-ci. Dis-moi ce que tu en penses. Et il me dit, c'est la première fois que tu reviens à une séance en étant mieux que quand tu es parti il y a un mois. Donc je sais pas ce que tu as fait, mais continue. Et je lui dis, bah, je suis allé faire le truc que tu m'as dit de pas faire, et apparemment ça marche. Et ça m'a rendu curieux, parce qu'à l'époque, je mets une demi-heure pour sortir du lit le matin, pour laisser mon dos Ouais. se détendre et tout ça. Et là, au bout d'un mois de CrossFit, je mets plus 30 minutes, mais 20. Et du coup, ça me rend curieux, je me dis, jusqu'où est-ce que ça peut m'emmener? Et c'est comme ça que je débute. Donc c'est comme ça que je m'inscris à CrossFit Montpellier, et puis 6 semaines plus tard, je me retrouve associé à la boxe. C'était pas... C'était pas prévu non plus. Non, c'était pas prévu. Et puis quelques mois plus tard, on reçoit le premier level 1 en France. Et pour essayer de mieux comprendre la boîte dans laquelle je me suis retrouvé associé par hasard, je me suis inscrit au L1. Et puis je passe le L1 pas pour devenir coach, mais pour comprendre le produit qu'on vend. Bien sûr. Donc je fais le L1 comme ça. Et puis à l'époque, le L1, il n'est pas traduit. Ah ouais. Et donc, les Français sont quand même notoirement pas terribles en anglais. Je me sens pas visé du tout. Et il y avait ce que CrossFit appelait une assistance de traduction. Ça veut dire qu'ils avaient envoyé un traducteur, Yves Pat en l'occurrence, et il était dans un coin de la pièce, mais tout le contenu était en anglais, et si éventuellement tu comprenais pas un truc, tu levais la main, et le traducteur intervenait à ce moment-là. Ouais. Mais il n'intervenait pas sinon. Et les résultats, a priori, ont été très mauvais sur les premiers qui ont passé le premier level 1 en France. Ouais. Donc les résultats super mauvais, mais par contre, le séminaire avait été sold out en 4 minutes. Alors il y avait déjà une autre date qui était bookée 4 semaines plus tard. Donc moi, une semaine après, je reçois les résultats, j'ai réussi l'examen. Mais CrossFit, quasiment dans la foulée, envoie un message en demandant un traducteur supplémentaire qui parle anglais et qui a le level 1. Et du coup, Quel hasard. oui. Du coup, moi je suis là, alors par hasard, je me retrouve traducteur 3 semaines après. C'est comme ça, tout a été comme ça pour moi. Genre, Ok. c'était pas prévu du tout. Incroyable. Mm. Super. Comme quoi, des fois, il suffit de pas grand chose. Oui. Non, mais c'est vrai. Il suffit d'être au bon endroit au bon moment et Ouais. volontaire. Ça suffit. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Bah, moi je sais pas quoi te dire. Il y a beaucoup de points communs avec Raphaël. Ok. Donc il y a beaucoup de points communs avec Raphaël dans la découverte, ou du moins dans l'entrée dans le travail auprès des gens qui travaillent pour CrossFit. À peu près le même schéma. Je suis à CrossFit Louvre. Je passe mon level 1 à la première ou à la deuxième session, peut-être qu'ils organisent à Paris. Ils font un traducteur. Au bout d'un moment, j'y vais, surtout que le premier traducteur qu'ils avaient, c'était Daniel Chaffet. Que Daniel, quand tu prononces une phrase en anglais, il traduit 12 phrases en français. Donc je pense que les mecs, étant soucieux d'avoir un truc qui tienne la route, ils étaient contents d'être avec un mec un peu plus binaire, même si je sais pas si je suis binaire, mais en tout cas pour ce job-là, j'étais binaire. Et après, sur la question de devenir entraîneur, en fait, moi j'étais déjà entraîneur avant de faire du CrossFit. Et en fait, en vrai, j'étais déjà entraîneur dans le sens où, comme lui, je viens du milieu associatif, comme lui, lui vient du basket, mais moi je viens des sports de combat. Mais le fait d'être entraîneur, malgré tout, ça a toujours été une démarche un peu égoïste. C'est-à-dire que j'entraînais pour pas avoir besoin de payer, tu vois, mon adhésion au club, parce que de toute façon, j'ai pas une thune. Donc c'était le meilleur moyen. Mais je pense que j'ai dû commencer à enseigner plus ou moins le karaté, je devais avoir 15-16 ans. Et vu que enfin, de manière assez semblable, on a eu des modes de vie un peu atypiques. Très tôt, je me suis retrouvé à entraîner des adultes, tu vois, voilà. Je dis pas que je devais pas être le meilleur prof du monde, loin de là, mais en tout cas, à transmettre le peu que je connaissais. Et finalement, ça m'a un peu collé à la peau, ce truc. Ok. Donc, quand moi je démarre le CrossFit, je suis dans une démarche très égoïste, à nouveau. C'est-à-dire que j'entraînais, il n'y a pas de problème, j'entraînais en boxe, j'entraînais en karaté, j'entraînais en krav, en ce que tu veux, à un niveau très bas, hein, je ne prétends pas du tout expert, mais vraiment la réalité d'un club associatif où quand tu commences un peu à monter en grade, bah, tu es aussi le premier lieutenant à qui on va déléguer 2-3 trucs. Et ensuite, dans CrossFit, ouais, j'avais une pratique et un intérêt égoïste
dans le sens où moi je m'en servais par rapport à mon métier, parce que j'avais des ambitions professionnelles pour entrer dans des unités où il fallait des moyens physiques. Donc je me disais, bon, bah, apparemment c'est ça qu'il faut faire. J'avais pas de background dans l'armée, je n'étais pas non plus un grand coureur, mais je me disais, bon, bah voilà, ça devrait m'aider à y aller. Et en fait, ce qui m'a amené à, à être dans une salle affiliée, parce que moi sinon j'aurais sans doute jamais mis les pieds, c'est ma rencontre avec Daniel en 2012, où en fait au salon du fitness on se branche un peu, on se lie d'amitié, en vérité il me prospecte, moi je me rends pas compte, mais il me prospecte, et à partir de là on fait des événements en extérieur, parce qu'à l'époque la salle n'était pas encore ouverte, et il y a 12-13 ans de ça, il y avait un truc qui marchait très bien, c'était les événements Facebook. Ok, donc les mecs, ils se ramenaient, ils faisaient des happenings, etc. Il y avait des trucs qu'on appelait les apéros métro, par exemple. Ok. Donc, c'est des mecs qui disaient on va se retrouver sur la ligne 2 à 22h30 sur telle station, dans telle direction. Et si tu prenais le bon ou le mauvais métro en fonction de comment tu vois le truc, tu peux te retrouver embarqué dans une teuf sauvage, ok, Excellent. dans le métro. C'était quand même des bons souvenirs. C'est pas, c'est, c'est pas tout le temps quand t'es à la bague du métro que tu peux rouler des pelles avec des filles que tu connais pas pendant tes heures de service. Bref, ça c'est l'ancienne vie, tout ça. Et, mais quoi qu'il en soit, sur le même principe, les pelles en moins, Daniel organisait dans des parcs publics. Ok, ouais, dans un premier temps, en tout cas. Daniel organisait dans des parcs publics des séances en fait, de découverte, Ok. tu vois, de CrossFit gratuites et tout. Et en fait, nous, on y allait souvent avec mes potes. Euh, Cela étant dit, toujours pour des raisons quand même fondamentalement motivées par la jante féminine. Et, parce qu'on avait quoi à l'époque? On avait quoi, 20, 25 ans, un truc comme ça. Et en fait, un jour, son truc, il a tellement de succès qu'il se retrouve avec 150 personnes à se pointer. Et puis lui, il a deux coachs. Donc David Le Nouvel, Ouais. qui est encore avec nous, et puis Sébastien Leroux, qui a depuis ouvert sa propre salle voilà, du côté de Bordeaux. Et du coup, bah, là, il se retourne vers nous, un peu l'air désespéré. Et puis, deux, trois fois, on l'avait dépanné parce que souvent, la police municipale ou les agents de la ville de Paris venaient nous dégager parce que t'avais rien à foutre à 200 personnes avec des chaussettes bariolées dans les parcs publics. Et souvent, quand nous on montrait la carte, on arrivait à obtenir 15 minutes de plus tant qu'on termine. Et voilà, donc on se retrouve à coacher. Et je raconte souvent cette histoire, mais elle me fait particulièrement rire. J'ai un souvenir assez net de moi qui, entre guillemets, coach du handstand push-up en tenant littéralement la cheville d'un mec, comme ça, là, contre un arbre, pour lui faire ça. C'est vraiment pour te dire que on partait vraiment de zéro, quoi. Et ensuite, j'ai mené les deux trucs en parallèle. C'est en ça que j'ai mon histoire, elle est un peu différente. C'est-à-dire que moi, ma motivation de base, c'était d'aller m'entraîner. Et j'avais compris que si je filais un coup de main à Daniel, je pourrais du coup m'entraîner dans une salle qui, pour moi, à l'époque, me semblait assez onéreuse d'accès. Et que du coup, je pourrais continuer à reproduire le même schéma que ce que je faisais avant. Et moi, mon déclic véritable, parce que j'ai coaché du coup pour filer des coups de main dès 2012, et ensuite officiellement à partir de 2014, euh, quand j'ai passé mon BP. Mais moi, mon vrai déclic, ça a été un stage que j'ai fait en 2017 qui s'appelait le Coaching Development Programme, qui était donné à l'époque par des formateurs très capés de chez CrossFit, où Daniel, à l'époque, avait vraiment investi une somme d'argent conséquente. Et on avait été plusieurs de CrossFit Lourd à l'époque à vraiment vivre une semaine, tu vois, de formation, de tests, vraiment de mise en situation terrain. Et une fois que j'ai eu fini ça, c'est là que j'ai mûri le projet de dire, OK, bon, en fait, ma première carrière, je l'aime, mais en fait, je sens que c'est dans cet environnement-là et avec ces gens-là, c'est très important, c'est avec cette équipe-là que je me sens utile. Et du coup, c'est là que j'ai pris ma décision en 2017 et j'ai du coup basculé en 2018. Ok, tu vois, top. Moi, je me suis noté, c'est quoi votre première salle du coup vous avez coaché? Toi, en fait, c'est même pas une salle, c'est un parc du coup, où t'as vraiment coaché, mis à part les sports de combat évidemment. Et après, du coup, t'as vraiment coaché pendant pas mal de temps à CrossFit Louvre. Ouais, en fait, j'avais un mode de vie un peu chelou, c'est-à-dire que j'étais flic et en même temps, j'aidais un petit peu l'équipe. Donc, on avait un accord avec Daniel de dédier du temps pour assister les coachs, etc., collaborer. 2014, j'ai pris énormément de congés de formation, donc là, pour le coup, j'étais à CrossFit Lourd tout le temps où il fallait. Et puis ensuite, c'était des heures en dépannage. Si je travaillais de soirée, je pouvais venir le matin. Si je travaillais le matin, je pouvais venir l'après-midi. Et voilà. Et après 2018, j'ai pris la direction de CrossFit Louvre 2, enfin, la direction À euh, Bordeaux. à Bordeaux, voilà, pendant un an et demi. Et ensuite, après, à partir de là, quand le Covid est arrivé, etc., quand là on en est sorti, les choses sont devenues un
un peu différentes. Mais en tout cas, oui, toute cette période-là, j'avais les pieds dans la gadoue. Ok. Bah ouais, forcément. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vraiment vous a guidé dans votre envie de devenir coach ou en tout cas entraîneur et guide pour le CrossFit? T'as parlé de Daniel. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une figure marquante dans ton parcours? Est-ce que c'est lui qui t'a donné envie d'aller plus loin peut-être dans ce que tu fais? Ou est-ce que c'est d'autres rencontres? Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui vous a... ce que j'appelais le mentor, quoi, quelqu'un qui vous a donné vraiment Alors, envie? moi, je peux pas manquer de respect à Daniel sur ce point-là, mais en tout cas, dans mon parcours dans le CrossFit, si Daniel il a joué pour moi à un moment donné un rôle de mentor, Mhm. ça n'a rien à voir avec le coaching. D'accord, c'est plus dans son Ok. côté me développer moi, entreprendre des choses. Ouais, et puis bref, enfin, Daniel, c'est un personnage, on va dire, haut en couleur, tu Ouais. vois, voilà. Ça reste quelqu'un d'assez brillant et d'iconoclaste, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas en rencontrer 15 000 des mecs comme ça. Je- Non, je sais pas si je te le souhaite ou si je te le souhaite pas, d'en rencontrer 15 000, ça dépend de son mood. Mais en tout cas, Daniel, c'est la première personne de notre première conversation qui m'a fait comprendre l'importance effectivement d'entreprendre. D'accord. C'est-à-dire que je parle souvent de ça, mais la France, ça a un problème, c'est que 80% des gens, ils ont la même catégorie socio-professionnelle que leurs parents. Donc si tes parents sont entrepreneurs, tu as 80% de chances d'entreprendre. Si tes parents sont fonctionnaires, tu as 80% de chances d'être fonctionnaire. C'est aussi simple que ça. Et donc moi, j'avais une manière de voir le travail. Ma mère était dans la fonction publique. J'avais une manière de voir le travail qui était très, ben voilà, voici la tâche que je vais accomplir, voici le temps que je vais y consacrer, etc. Et Daniel est le premier mec à m'avoir dit, non mais le, l'argent que tu gagnes n'est pas forcément corrélé avec le temps que tu passes à travailler et tu peux construire des choses et encore en faire d'autres. Alors, j'ai rien construit, mais des choses, j'en ai fait plein. Et, C'est pas mal. et ça, je le dois vraiment à Daniel. Pour moi, de tous les services qu'il a pu me rendre, celui-ci, c'est le plus marquant. Après, maintenant, dans le monde du CrossFit, euh, je veux pas parler au nom de Raphaël, mais moi, vraiment, l'amour du coaching, etc., c'est pas Daniel qui me l'a donné. Ok. C'est vraiment la première génération des membres du séminaire staff, donc Mhm. ceux qu'on a rencontrés nous quand on a passé le level 1, notamment beaucoup de mecs qui venaient d'Angleterre et certains d'Italie et d'Allemagne, mais vraiment d'Angleterre. Et en fait, pour moi, c'est eux qui m'ont ouvert les yeux, tu vois, sur la beauté du métier, la beauté de la mission, euh, la beauté aussi d'avoir une box de CrossFit. Ok, je l'avais pas forcément calculé avant. Et voilà, et donc il y a des tas de mecs, peut-être les plus anciens honneurs de box de CrossFit, s'ils écoutent ton podcast, ça leur rappellera quelque chose, mais que ce soit, je sais pas moi, Drake Slatky, Carl Steinman, Rob Lawson, euh, Davs Dennis, ça c'est sûr, Matt Evans, pour citer que ces cinq-là, et voilà. Pour moi, chacun de ces mecs, tu vois, m'a inspiré d'une manière très précise sur ce métier-là, et si je les avais pas rencontrés, j'aurais jamais changé de métier. C'est eux, moi, qui m'ont donné l'envie de T'as- travailler dedans le CrossFit. Ok. C'est pas autre chose. Tu Ouais. vois. Raph, tu le rejoins là-dessus? T'as les mêmes inspirations, t'as croisé d'autres personnes peut-être qui t'ont enrichi d'une façon différente? Au moment où je découvre le CrossFit, moi, je travaille dans l'entreprise. Donc, je fais du conseil et de la formation dans les écoles de commerce autour de Montpellier. Une, à la fac de Montpellier, c'est comme ça que j'arrive dans le CrossFit, en fait. C'est que euh, c'est surtout la partie gestion d'une box, moi, qui me fait mettre le pied dans le CrossFit. C'est pas le coaching. Ok. Et, euh, et après, comme dans toutes les boîtes, tu mets la main à la pâte parce que un coach qui a une roue crevée, tu vois, sur le chemin du boulot, ah bah, il n'y a personne pour faire le WOD, tu vois, j'avais le L1, j'ai un CQP, c'était pas mon métier, tu vois ce que je veux T'étais dire? capable de le faire. Ouais, j'étais là, mais j'étais la roue de secours, Ouais, c'était pas évidemment. mon job, j'étais pas payé pour ça, c'était pas... Et donc, moi, ce qui me plaît au départ, c'est la communication, c'est dans le CrossFit, ce qui me plaît, c'est que les gens ont envie d'aider les gens, c'est ça qui m'intéresse au départ. Et il y a un autre truc aussi, enfin, qui est marquant quand je passe le L1 en tout cas, c'est que je suis formateur déjà, j'ai fait plein d'études, dans plein d'écoles différentes, mais à la fin du L1, le vrai truc que je réalise, c'est que moi, les formations que je donne, c'est nul à chier. Je me dis, mais attends, le L1, c'est la meilleure formation que j'ai jamais faite. Je dis pas que, je veux dire, on aide les gens
à apprendre aux gens à plier les jambes. Tu vois, on n'a pas trouvé. Non mais. Stimularisation. Mais ouais, on n'a pas trouvé le remède contre le cancer, tu vois. Faut qu'on reste à notre place aussi, c'est pas non plus. Mais sur la manière d'animer les 2 jours, moi j'ai pris une gifle alors que c'était mon job, tu vois. Et je me dis, mais attends, c'est complètement ouf, je suis resté sur le bord de ma chaise pendant les 2 jours alors que c'est même pas le coaching qui m'intéresse, et je suis resté complètement captivé. Donc la première réalisation pour moi, c'est surtout ça, c'est de dire en fait, attends, il y a une manière d'animer des formations, de la gérer, de gérer le chrono, de gérer le contenu, de gérer les interactions, que, qui est complètement hors norme, quoi. Et donc, c'est d'abord ça qui m'intéresse. Tu vois. Et après, en termes d'inspiration sur ça, ben, en fait, c'est les mêmes personnes que lui cite. C'est Carl Steadman, Daz Dennis, Drake Slatky, Nolan Mooney. Et c'est la première génération de formateurs. Parce que, en fait, au départ, les formateurs, souvent sur les séminaires, ils envoyaient les mecs des États-Unis. Puis après, au moins pour des questions de coût et de praticabilité, ils se disent, tiens, on va former une équipe en Europe. Alors, ils se mettent à former en premier des mecs, des Américains, des Anglais, au moins parce que pour la langue, c'est pratique. Et puis, au fur et à mesure que ça se développe, le truc, ils se disent, bah, il nous faut des équipes locales. Et les premières personnes vers qui ils se tournent pour former, ben, c'est les traducteurs. Pour une raison simple, c'est, je sais pas si, peut-être que j'enfonce une porte ouverte ou pas, mais généralement, dans le recrutement, avant de recruter quelqu'un, il y a 2 aspects qui sont intéressants. Il y a les hard skills et les soft skills. Donc les hard skills, c'est le métier, pour être un plombier. Est-ce que tu sais souder? Est-ce que tu sais, tu vois, est-ce que tu sais utiliser, j'en sais pas moi, un outil ou un autre? C'est les compétences métiers pures. Et les soft skills, les interactions humaines, tu vois. Et eux, et c'est, je crois, très américain malgré tout, très anglo-saxon en tout cas, c'est les soft skills avant tout. C'est-à-dire, on pourrait vulgariser ça en disant, quand tu es un mec sympa, je peux t'apprendre le métier. Quand tu es un con, tu es peut-être un bon professionnel, mais je peux pas t'apprendre à être moins con. Bien sûr. Donc, ou c'est dur en tout cas, ça prend du temps. Donc, leur premier réflexe, c'était de se tourner vers les traducteurs quand ils ont voulu développer les équipes, principalement parce que ça faisait déjà des années qu'on traduisait pour eux, donc ils nous connaissaient humainement et ils savaient que le courant passait bien. Et en se disant, en tout cas en ce qui me concerne, bon, il connaît peut-être rien, mais en tout cas on pourra lui apprendre. Donc ils m'ont formé à partir de là. Je, on a, en toute modestie, hein, très souvent des gens qui viennent nous féliciter à la fin des séminaires, et nous on dit, ben c'est 0% de talent et 100% de travail, et on nous a tout appris. Évidemment. Mais je veux dire de A à Z. Genre, quand je suis rentré dans l'équipe, on m'a dit, bon, bah, c'est maintenant que tu vas commencer à apprendre le job. Et puis, bah, c'était vrai, on nous a tout appris de la minute 1, l'accueil d'une manière particulière, l'enregistrement d'une manière particulière quand tu viens faire le séminaire, jusqu'à la dernière minute, la manière de laisser partir les gens. Ils nous ont tout, enfin, moi, je ne vais pas te mettre dans la sauce, hein, mais moi, ils m'ont tout appris. Donc vraiment ce parcours où on vous a accompagné de A à Z, et comme tu dis, après c'est le plus important à mon sens, d'avoir quelqu'un qui est capable de bosser, qui sent qu'il a envie de bosser et de transmettre des compétences, et après comme tu dis, les compétences ça s'apprend quoi. Ouais, oui, cool. Oui. Ouais. C'est quoi votre rôle du coup au sein du séminaire staff aujourd'hui? On a un rôle un peu comparable. Donc, dans le temps des séminaires, bon, je te laisserai répondre, mais bon, moi je suis flowmaster. C'est-à-dire que je suis là pour veiller au déroulé de la formation, superviser le contenu, être sûr que tout a été délivré, parce qu'il faut que tout le monde reparte avec au moins le noyau dur, le même, peu importe la formation qu'on donne. Ensuite, on est là aussi pour veiller à ce que les choses se passent en temps et en heure. On est là pour réagir s'il y a un problème. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un absent, ça peut être quelqu'un qui en fait se rajoute en dernière minute, ça peut être une blessure, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, on doit rendre compte. C'est comme une mission, hein. Donc une fois que tu as fini, tu rends compte quand même à ta hiérarchie au-dessus de ta tête, voir si tout va bien. Puis tu as aussi une mission de formation, c'est-à-dire que tu formes aussi les entraîneurs qui sont plus jeunes que toi dans le métier. Et donc, de la même manière que nous, on nous a tout appris de A jusqu'à Z, il y a des formateurs avec lesquels on travaille qui ont appris jusqu'à E, jusqu'à J, et toi tu dois continuer à bosser avec eux. Et même quand ils ont appris tout l'alphabet,
bah, tu es encore là pour leur expliquer comment est-ce qu'on peut rajouter une enluminure à droite à gauche Ouais. pour que ce soit encore plus stylé. Et voilà, et après moi j'ai un rôle qu'on appelle mentor, qui est un peu, je ne saurais pas le formuler comme ça, mais c'est pas un rôle d'appart, mais c'est vraiment un rôle avec beaucoup de hauteur et beaucoup de distance. Mais en gros, certains Flowmasters ont sous leur coupe un certain nombre de formateurs de chez CrossFit et ils leur servent de point de contact, ok, à minima, pour toutes les choses qui pourraient soulever des questions chez eux. Et puis on est là aussi pour organiser des réunions ponctuelles, pour préserver même pas une entente, mais une certaine dynamique, poser les questions, aborder les différents sujets, se rappeler qu'on est une équipe. Parce que comme référent, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment c'est un rôle que je prends au sérieux, mais c'est pas un rôle dans lequel j'estime avoir une assise, tu vois, sur les autres. C'est comme s'il fallait un modérateur ou un capitaine de soirée. Voilà. Bah, grosso modo, pour moi, le rôle de mentor, c'est un peu ça. Et puis, dès que tu sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce, bah, hop, tu vois, tu essaies de faire ça correctement. Mais après, la vérité du métier, pour moi, se fait vraiment sur le terrain, dans les échanges que tu as avec les gens avec qui tu bosses, quoi. Ok. Voilà. Vous, sauf si t'as quelque chose à rajouter, Raph, mais vous faites ça tous les week-ends, du coup? C'est vrai. Ou ça, combien de temps ça représente dans l'année? Est-ce que c'est que le week-end? Est-ce que c'est pas que le week-end déjà? Parce que je suis parti de ce principe-là que c'était que le week-end. Mais s'il faut, vous allez me dire le contraire. Non, mais en fait, la fréquence de travail peut varier déjà en fonction de nos possibilités et en fonction aussi du travail qu'il y a disponible. Mhm. Et puis ensuite, il faut bien comprendre que c'est pas nous qui, nous, on peut dire quand est-ce qu'on est prêt à se rendre disponible. Et puis ensuite, on a une hiérarchie au-dessus de nous qui nous donne du coup nos ordres de mission. Et c'est pas à nous de dire spécialement, ah bah non, celle-ci, je la veux pas, je préfère celle d'à côté. Euh, voilà. Après, ça dépend de chacun. Moi, à titre personnel, je travaille environ 45 week-ends par an. D'accord. Voilà. Et puis après, là, par exemple, avec Raphaël, on était en formation dans un régiment militaire en milieu de semaine. Et on s'est quitté jeudi et on se retrouve vendredi. Vous êtes un petit couple, Tu en vois. fait. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça peut représenter peu de temps comme ça peut en représenter beaucoup. D'accord. Ok, donc c'est plutôt variable, quoi. Ok. Cool. Ça fait, du coup, vous êtes rentrés en même temps dans le séminaire staff ou pas forcément? Oui, Ouais. à 5 minutes près. À 5 minutes près. C'est même comme ça, moi et puis toi. Ok. Ok. Donc, est-ce qu'il y a d'autres intervenants, en tout cas en France, qui s'occupent du level 1, du level 2, ou est-ce que vous êtes tous les deux pour l'instant? Comment ça se développe tout ça? On a on a une équipe en tout, là, pour l'instant, de 4 personnes sur le séminaire staff en lui-même. Ok, donc on a la chance de travailler avec un garçon qui s'appelle Anne, que peut-être pas mal de gens connaissent, qui a un entraîneur qui vit en région parisienne, qui, comme Raphaël, lui aussi, il a un autre background. C'est quelqu'un quand même qui capte vite et qui a, en termes de soft skills avec les gens, franchement, pas mal de belles compétences. Et ensuite, on a intégré il y a environ déjà plus d'un an, je pense, hein, en vérité, parce que le temps passe à une vitesse. Du coup, Marie, qui est une fille qui était, elle, coach du côté de Triboc, qui est dans la région Grand Est, et qu'on a, entre guillemets, repéré. Je dirais que c'est celle qui nous a tapé dans l'œil quand elle a passé son level 2, où on était à ce moment-là en recherche d'un entraîneur supplémentaire. Et voilà, on avait plein de personnes dans la pipe avec qui ça aurait pu matcher, et celle avec qui on a été au bout, malgré le fait que tous les autres gens ils aient énormément de qualité, bah, c'est cette fille-là. Et à nouveau, comme quoi, tu vois, c'est pour ça que je dis, ouais, pour moi, c'est ce qui se passe sur le terrain qui compte, parce que voilà, parce qu'elle était pas non pas que les autres l'étaient, mais elle était en aucun cas en représentation, elle était là pour elle-même, elle était là pour progresser, etc. Et en quelques secondes de coaching, sur les intangibles, sur l'énergie, sur plein de choses, bref, sur des fois des trucs que tu peux pas expliquer. Moi, j'ai un souvenir très clair, je suis en train de m'occuper d'un groupe, elle est pas dans mon groupe, j'entends une fille qui coach, je tourne la tête pour voir qui c'est, parce que je me dis, ah, il se passe quelque chose là-bas, et je croise son regard à lui, qui est assis, qui regarde pas Marie, alors qu'elle est dans son groupe, et qui me regarde moi. En disant, tu vois, il se passe un truc. Et voilà, et ça aurait pu être une fausse sensation, ça aurait pu ne pas matcher, ça aurait pu ne pas l'intéresser aussi. Je veux dire, elle a peut-être pas envie de passer tous ces week-ends avec deux grands cons, là, comme ça. Et finalement, ça l'a fait. Et c'est une super addition à l'équipe. Franchement, c'est vraiment une coach top.
Et elle n'a pas fini, en plus, à mon avis, de se développer. Elle va faire très, 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 très mal. Et puis ensuite, l'évolution de l'équipe, en vrai, ça dépend en un de ce qu'on nous demande de faire en haut, ok, s'il y a de la recherche ou pas. Et en deux, nous, on est toujours en vrai en alerte, notamment sur les level 2. Et on n'est jamais fermé à rien. Je veux dire, si on rencontre quelqu'un avec un gros potentiel, comme ça, que ça paraît évident, on ira toujours se signifier à lui. Après, pour faire une parenthèse, ça nous arrive souvent, c'est pas le mot, mais ça nous arrive régulièrement de voir quelqu'un qui pourra avoir le potentiel. Mais en France, le plus gros problème au potentiel qu'on voit et qu'on détecte, c'est l'anglais. Parce qu'il faut être bilingue pour faire ce job. Donc c'est arrivé plein de fois que quelqu'un nous intéresse et puis on approche la personne en disant est-ce que c'est un job qui pourrait t'intéresser et cette personne répond oui. Est-ce que tu parles anglais? Non. Bon ben voilà. C'est un problème, hein. La messe est dite et puis ça n'ira pas plus loin. Moi je vais jusqu'à je vais jusqu'à parfois dire bah apprends. Parce que si ce job te fait rêver et que tu aimerais le faire, l'anglais, ça s'apprend comme le clean ou le snatch. Enfin, je veux dire, il y a bien un jour où tu savais pas faire de snatch, puis tu t'es dit, tiens, je vais apprendre, et puis maintenant tu l'apprends à d'autres. Peut-être tu pourrais apprendre l'anglais, tu vois. Et souvent les gens disent, ah ouais, je vais y réfléchir, et des fois on les recroise 1 an, 2 ans plus tard, alors tu t'es mis à l'anglais. Bon. Oui. C'est là où, comme la mobilité. T'as Ouais. pris ta mobilité. Non, t'as Ouais, pris- c'est le seul truc qui est, si tu veux, c'est ce truc qui est pas factuel, enfin qui est pas factuel, c'est-à-dire que tu peux pas le faire sanctionner malgré tout par un examen. C'est-à-dire qu'il y a une différence aussi, par exemple, entre parler anglais et croire que tu parles anglais. Oui, ça tu peux avoir le TOEIC, tu peux avoir le B1 de ce que tu veux, etc. Mais la vraie question c'est, d'accord, mais si je te fous, par exemple, au fin fond du Pays de Galles, tu vois, au mois de janvier, face à un groupe de 10 personnes, ok? Est-ce que de un, tu vas être en mesure de les coacher, mais est-ce qu'en plus de deux, tu vas être en mesure de créer cette espèce d'échange positif qui fait que les gens, ils gardent un souvenir marquant, tu vois, de la formation. Et c'est peut-être ça le plus challengeant. Euh, c'est d'arriver à ça. Et des fois, c'est pas une question de niveau d'anglais. C'est une question de capacité à s'exprimer, à se faire comprendre, etc. Avoir déjà vécu un petit peu la langue, quoi. Oui, d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, je pense parler à son nom aussi, hein. Je veux dire, moi, j'ai la chance d'avoir un anglais qui est correct avec un accent français à couper au couteau. Et j'ai pas été à l'étranger dans ma vie avant d'avoir 25 ans. Tu vois? Donc, j'ai pas baigné dans un milieu qui parlait anglais. J'ai rien fait de tout ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que si quelqu'un a envie de faire ce job, on se pose toujours plein de questions de niveau de coaching, combien il faut que je snatch, machin. Ça, c'est quand même un hard skill. Si tu l'as pas, il va falloir quand même t'y frotter, sinon c'est sûr que c'est compliqué. Après, c'est un hard skill relatif non plus. J'imagine que pour montrer au senior staff, il faut pas forcément snatcher 100 kilos, tu vois. Non, il n'y a que Chuck Carwell qui, à 50 ans, Bon, ça snatch va. 100 kilos à coup sûr tous les dimanches, peu importe Donc, comment il ça a va. vécu son samedi soir. C'est quand même relatif, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, les gens, des fois, ils ont une image du job, Oui. et ouais, ça peut être un peu différent de la réalité. Mais voilà, et en tout cas, l'équipe a la vocation à rester petite, faut quand même le comprendre. Le niveau de compétence qui est demandé et d'engagement pour la méthodologie CrossFit, il est très important. C'est-à-dire que moi, le premier, je veux pas de touristes dans mon équipe. Ma logique, c'est toujours de faire petite équipe, tu vois, qui fonctionne très bien et qui a l'opportunité de travailler beaucoup et du coup de rester bonne, parce qu'en fait, il faut répéter le truc. Mais par contre, c'est pas un cercle clos, tu vois, ou quoi que ce soit. Et on est toujours à l'écoute. Et il y a peut-être des choses qui pourraient arriver dans le monde du CrossFit qui font que demain, le besoin en termes de formateurs, il augmente graduellement. Et il y a des scénarios où ce serait pas de la science-fiction. Et donc, à ce moment-là, tu vois, moi, il n'y a pas une. Franchement, très souvent, je reçois des messages. Et donc, je donne les réponses et tout. Mais pour autant, souvent, les noms des gens, je les garde. Et Raphaël, il le sait. Quand on a eu des besoins, bah, on a fait, genre, c'est comédie class, le truc. Enfin, je veux dire, on essaye, tu vois, vraiment, on outreach, etc., des gens. Et on va chercher des profils qui nous intéressent. Et on n'oublie pas ceux qui nous ont contactés. Et voilà. Mais c'est vrai que, quoi qu'il arrive, il y a toujours beaucoup d'appelés pour peu d'élus dans ce taf-là. Ça, c'est sûr.
Du coup, tout ce temps en séminaire staff, ça vous laisse quand même un petit peu de temps si on parle plutôt de week-end occupé dans l'année. Est-ce que vous avez des projets annexes, des trucs que vous faites à côté, que vous développez, soit sur vous, soit des entreprises, etc., etc. Même si toi, Ellie, t'as vendu la mèche il y a pas longtemps sur les réseaux. Je te laisse le temps d'accuser. Non, non, comme tu veux, lance-toi. Non, C'est moi, quoi l'actu la plus chaude? oui, oui, oui. Bon, là, si on parle d'actu, là, moi, à l'heure actuelle, j'ouvre ma propre salle de. Enfin, c'est pas que ma salle d'ailleurs, mais j'ouvre une nouvelle salle de CrossFit, ok, dans une ville de banlieue parisienne, CrossFit Mo, avec du coup deux associés, Mélodie avec qui je partage ma vie et Loïc, qui est le premier français à avoir passé le level 1, Ok, excellent. qui était le honneur de la première box affiliée qu'on a évoquée tout à l'heure, là, qui s'appelait CrossFit France. Si c'est pas le premier français, ça devrait être l'un des premiers français. Il a passé à Londres dans un gymnase, donc même pas dans une box. Et la photo avec Carl Stenman qui le part au ring muscle up avec les straps longs est assez sympa. Et voilà, et Mélodie que tout le monde connaît, qui est une athlète et quelqu'un qui fait beaucoup de contenu sur les réseaux. Donc ça, c'est le triumvirat qui s'occupe de ça. Et à côté de ça, j'ai moi une entreprise de formation où je fais de la formation dans des salles affiliées CrossFit. D'accord. Ok, je fais un peu de mentoring à distance aussi pour des coachs, je vais dire un peu. J'en fais en fait en vrai. Et j'écris avec l'aide d'un de mes super potes qui s'appelle Gauthier, qui était un des anciens head coach de Louvre 3. J'écris une programmation pour des salles affiliées CrossFit, voilà, qui doit être suivie à l'heure actuelle par une trentaine de box, voilà, un peu partout en France et en Belgique. Et donc du coup au final, ouais, ça me remplit bien mes semaines. Ça t'occupe pas mal, voilà. Ok, cool. Raph? Euh, j'ai une activité de conseil un petit peu, D'accord. parce que j'aime aider les gens, et c'est du conseil, je sais pas comment je peux dire, c'est dormant un peu, je cherche pas de mission, c'est quand des gens me demandent mon avis, tu vois, et puis souvent, je je donne un avis, le pur avis consultatif, c'est-à-dire qui est sans obligation d'être suivi, tu vois ce que je veux dire? On me Ah demande ouais. mon opinion, je la donne, on me demande rien, je me tais, puis quand je donne mon opinion, si t'es pas d'accord avec moi et que tu as envie de faire autrement, tu C'est fais pas ce que tu grave. veux, tu vois? Donc je fais un peu ça. Et puis je travaille avec 2 amis sur un projet perso depuis déjà un moment, parce que je travaille sur le développement d'une app en relation avec la programmation pour les salles de CrossFit. D'accord. Mais ça fait déjà un moment parce que tous les trois, on a d'autres, enfin, on a une autre vie professionnelle, et c'est un projet qu'on développe sur notre temps libre. Et puis parfois, je pense que c'est un produit qui serait déjà sur le marché si on était au pied du mur et si on n'avait que ça à faire. Mais on a aussi des familles, des enfants et des jobs, Bien il faut sûr. quand même le dire, d'autres métiers. Donc, qui font que c'est un projet qui avance doucement. Mais ouais, ouais, j'ai un projet, j'ai un Moi projet aussi, j'ai un projet. de développement d'app depuis longtemps, et on a fait un premier round avec des testeurs qui est revenu moyennement satisfaisant. On s'était dit que peut-être on lancerait l'app directement. En fait, si tu veux, c'était un projet très ambitieux, et puis comme ça n'avançait pas, ou pas assez vite en tout cas, on a décidé de réduire la V1 par rapport à ce qui avait été prévu. On avait un projet de développement sur V1, V2, VX, tu vois. Et on a décidé de redimensionner la V1, de la réduire pour accéder plus vite au marché, puisqu'on mettait trop de temps à développer. Et puis les premiers retours, pour faire simple, après les premiers retours, on s'est dit qu'on avait peut-être sous-dimensionné la V1 et qu'il fallait remettre des fonctionnalités qui étaient prévues et qu'on avait décidé de retirer. D'accord. Donc c'est en cours. Voilà. Ok. Je peux te dire, c'est toujours en cours, et J'attends de voir ça, moi. Tu peux en mettre dans les testeurs si tu veux. d'accord. Mais il va le faire. Mais avec plaisir, avec plaisir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le cap et d'ouvrir ta box de CrossFit? Enfin, votre box de CrossFit, la tienne un peu aussi, du coup. Alors déjà, c'est une envie ou un projet pour commencer qui est là depuis 2021. Ok. D'accord? Donc déjà, ça a mis du temps. Entre le Mhm. moment où je me suis dit, tiens, c'est vraiment quelque chose que j'aurais envie de faire. C'était pas une évidence, quoi. C'est pas ça, c'est qu'en fait, franchement, grâce à Daniel, pour le coup, il a CrossFit Louvre, faut vous dire ce qui est. Moi, j'ai vraiment vécu dans la vie d'une box, avec tout ce qu'il y a de bien et tout ce qu'il y a de plus challengeant, tu vois. Donc,
j'ai aucune illusion sur ce que c'est que d'avoir une salle de CrossFit, comment ça fonctionne, quel niveau d'implication ça demande, tu vois, et comment tu travailles. Est-ce que je pense parfois trop de passionnés zappent, c'est qu'en fait une salle de CrossFit c'est comme un restaurant. Tu peux avoir fait, moi je viens de là professionnellement parlant, mon premier métier c'était chef de rang. Donc tu peux avoir fait le meilleur service du monde, tu peux avoir fait le chiffre le meilleur du monde, demain ça recommence. Et tu recommences à zéro. Et demain, s'il y a un trou de caisse, demain, si le chiffre il est pas là, etc., bah, c'est nul. Et donc, quand tu te prépares à ouvrir un business comme ça, bah, il faut que tu comprennes que ta vie, ça va être la vie du mec là dans Lost, pour ceux qui ont la ref, qui est sur une île et qui tous les jours à la même heure, il doit être là pour rentrer son code, sinon l'île elle pète et lui il coule. Donc ça, c'est le premier truc. Donc c'était pas que c'était pas une évidence, mais c'est qu'en vrai, moi, j'avais pas ce besoin-là parce que j'ai toujours eu la chance d'être au sein de l'équipe de CrossFit Louvre. J'ai toujours été dans une dynamique de fou, encore aujourd'hui, même si c'est pas sur tous les sujets. Et voilà, moi, j'étais dans ma new team. Donc pourquoi j'aurais eu besoin de faire un truc voilà, j'avais le capitaine de navire, c'était Daniel. Il y avait un mec comme Julian qui avait trois cerveaux, donc j'avais l'impression de devenir plus intelligent à ses côtés. L'autre côté un peu plus fun, bah, c'était avec David Lenouvelle, le directeur des sports de chez CrossFit. Du coup, pareil, on était passionné sur ça. Donc, moi, ça m'allait bien ça. Et ça aurait pu durer pendant longtemps, ça m'aurait été tout pareil. Moi, alors, en fait, je pense que le vrai truc qui m'a donné envie d'ouvrir une box, c'est en fait, j'ai très sincèrement envie de rendre le même service euh, à d'autres entraîneurs, notamment, que celui que m'a donné Daniel. D'accord. C'est-à-dire, en fait, Dan, il a réussi à susciter un truc chez moi qui n'existait pas. Il a réussi à me focaliser sur une vision et une mission. Ça m'a enthousiasmé. C'est le désir d'appartenance, le désir d'avancer. Et en vrai, même si c'est pas à lui que je le dois, cette énergie-là, cette sensation de dire que, ok, on visait un point dans l'horizon, bah, en fait, ça a permis plein de trucs positifs chez moi, entre autres le séminaire staff, de m'y développer, etc. Et voilà, moi, j'ai pas la mémoire courte et je sais très bien que c'est lui qui m'a mis une pièce. Et en fait, des fois, on en parle, hein, parce que par exemple, j'ai jamais été salarié de CrossFit où je suis associé, j'ai jamais été salarié. En fait, on en parle. Moi, j'avais pas un tempérament facile à placer. Mhm. Tu vois, je dis souvent que j'ai un tempérament un peu borderline, donc c'est-à-dire que pour être bien, il me faut de l'instabilité. Donc le séminaire staff me va bien parce que quand on prend notre sac, quand moi je pars de chez moi, en fait, tous les moments un peu genre ah mon vol est annulé machin, il y a des gens ça les fait chier et en fait moi je me dis ah c'est cool, c'est un peu le bordel. Donc dans cette ambiance chaotique, finalement je retrouve mon enfance, on est bien. Et donc voilà, et en vrai je me dis ok, ouvrir une box aujourd'hui, bah, c'est l'opportunité peut-être de m'entourer de gens avec qui, si je fais bien le truc, ok, je vais pouvoir dire, ok les gars, là c'est la mission, là c'est le truc, et on Tu veux avance. créer ton navire, quoi. Ouais, je veux créer mon navire, mais surtout je veux créer un lieu dans lequel moi je peux être un personnage non joueur. C'est-à-dire que tu vois, je vais travailler avec une meuf qui s'appelle Alizée, qui va commencer à coacher en plus de son taf. J'ai envie qu'elle s'éclate. J'ai envie que si un jour elle a envie de changer de taf, elle puisse le faire. Là, j'espère travailler peut-être avec Marie. Bah, je te dis, moi j'ai envie de développer son plein potentiel, quoi. Tu vois, j'ai envie qu'elle passe en Kaioken Force 5, tu vois, et qu'elle puisse se développer professionnellement. Et j'ai envie de créer un lieu qui soit aussi à la hauteur des box qu'ont pu créer dans leur âge d'or les mecs avec qui on a découvert le CrossFit qu'on citait tout à l'heure. Mhm. C'est-à-dire que quand même, la plupart de ces mecs-là ont créé quand même des lieux qui te font aimer le CrossFit et ils sont pas forcément arrêtés. Et d'ailleurs, je pense que Johnny Davis, il est un peu d'ailleurs dans cette mouvance-là. C'est-à-dire qu'on a un pote à nous qui fait un peu partie de notre génération, tu vois, de formateurs de CrossFit, qui vit au Pays de Galles, qui a une box qui s'appelle CrossFit 179. Ok. Et ce qu'il fait dans sa box, c'est incroyable. Ok, c'est vraiment, moi j'ai déjà été m'entraîner dans l'ancienne version de sa structure. C'est tout, à mon sens, hein, c'est tout ce que tu peux rêver d'une box de CrossFit en termes de respect de la méthode, enthousiasme, communauté. Voilà, s'éclate. Et tu te dis, ok, bah, si t'es passionné en plus et que t'es un peu skin in the game et qu'à un moment donné t'as moyen d'eux, bah vas-y, t'y vas. Tu vois. Donc, non, non, moi, c'est ça le délire. Et Ah bon. j'espère qu'on va tous s'éclater. Je te dis, ouais, C'est ouais. tout le malheur que je te souhaite.
T'as jamais eu cette envie? T'es toujours associé dans la boxe de départ où t'étais? Non. Non. Et est-ce Non, que ça t'est revenu en tête cette idée de vouloir entreprendre dans ce milieu-là Bon, moi, je suis devenu honneur associé, hein. Ouais. Je suis devenu honneur, comme je l'ai un peu dit au début, absolument par hasard. Mhm. Euh, j'ai revendu mes parts en début d'année 2018. D'accord. J'étais arrivé un peu en bout de course de cette histoire-là. J'étais épuisé pour des raisons personnelles. J'ai eu besoin de couper un peu, tu vois. Ok. Puis après, juste avant le Covid, je suis devenu papa. Tu vois, j'ai un vieux papa, mais je suis devenu papa quand même. Je suis devenu papa, et du coup, ça te fait un peu shifter tes centres de priorité. Euh, et j'ai eu un deuxième enfant. Tout ça pour dire, là tout de suite, c'est pas tout à fait le moment. D'accord. Mais ça fait quand même presque 10 ans que je suis sorti. Tu vois, ça fait 7 ans là. Ça fait 7 ans que je suis sorti de faire partie d'une équipe comme ça là. Et ce serait mentir que dire que ça commence pas à me manquer un peu, tu vois. Donc il est pas impossible que une fois peut-être L'idée que le fleurisse, quoi. deuxième, ouais, qu'une fois que le deuxième peut-être il attaque l'école ou genre, tu vois, c'est un peu ça parce que là en ce moment je préfère m'occuper de ma famille en ce moment, tu vois, Ouais. sur le temps que j'ai la semaine. Pour pas en plus lancer, tu vois, une structure de CrossFit. Je sais l'investissement que ça demande en temps, en énergie et tout ça, et je me sens pas en mesure de m'investir là tout de suite, tu vois. Sûr. Mais ouais, je me dis que c'est pas impossible dans un an, dans deux, dans trois, je sais pas, tu vois exactement où je serai, mais bon, je l'ai déjà évoqué je l'ai déjà évoqué en plaisantant. Ce qui est sûr, c'est que je le ferai pas seul. Ouais. D'abord, j'aime travailler en équipe. Ce que je veux dire, c'est, je suis lucide sur les avantages et les inconvénients de bosser tout seul, et je suis lucide sur les avantages et les inconvénients de bosser en équipe. À choisir mon poison, je préfère bosser en équipe, avec les avantages et les inconvénients Ouais. que ça représente. Donc, ce qui est sûr, c'est que je le ferai pas seul, parce que ça m'intéresse pas. Et voilà. Ok. C'est une Peut-être. super réponse. Ouais, peut-être avec lui, je sais pas. Oui, il a un plan machiavélique, il l'assume pas. Lui, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Il veut que je travaille avec Marie, que je la fasse monter en compétence. Une fois qu'elle a les cheveux qui sont tout jaunes et les yeux bleus, qu'elle fait des gros kamehameha, il lui montre, regarde le sud de la France comme c'est beau, là-bas il y a une piscine. Ok, promis, j'ai de la crème solaire indice 40, t'auras pas de coup de soleil. Et comme ça, paf, elle débarque. Et voilà. Mais moi, c'est un scénario qui me va très bien en vrai. Excellent. Ouais, je sais pas si ça s'est sorti, mais on est fans de Marie tous les deux. Très bien. Ouais, tu la connais pas? Je connais pas Marie, non. J'ai pas eu la chance de la croiser encore. T'as pas cette chance. Elle gagne à être connue. Je sais pas si tu t'en occupes de près ou de loin, Raph, du tout. J'ai pas cherché, j'avoue. Mais toi, Ellie, je sais que bah, tu participes un petit peu, en tout cas, au French Rodin, l'organisation des French. Tu as bien fait de représenter la question. C'est ce que je vous ai dit au début. Le French Strudel, le French Strudel. Down. T'as bien fait de le répéter. Mais honnêtement, je sais pas, est-ce que tu sais, on peut commencer par ça, parce que ça peut peut-être. Est-ce que ça peut répondre à une question? Est-ce que t'as déjà participé, aidé, ou pas du tout? Est-ce que t'as déjà. J'imagine que tu es déjà allé. Non? Au French? Oui, Non. c'est vrai. Incroyable. J'ai participé à l'avant-projet, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, aux prémices du French, avant que ça s'appelle le French. D'accord. J'ai participé à ça. Ça s'appelait le Reebok CrossFit Fitness Championship, D'accord. qui était la première compétition Europe-Monde poussée par Reebok au moment du lancement de la collection Reebok CrossFit. Donc Ouais. ça, c'est un truc qui a semé le trouble un peu dans le monde du CrossFit en général, mais en France en particulier. Tout le monde a cru que CrossFit, c'était un produit inventé par Reebok. Alors que ça ne l'était pas. J'imagine que tu le sais. C'est juste que le CrossFit en France a démarré en même temps que Reebok lançait sa gamme de vêtements spécifiques. Donc les gens ont fait une association d'idées en se disant, bah, du coup, c'est Reebok qui fait ça. Et en plus, Reebok utilisait une stratégie marketing bien connue, c'est que pour pouvoir vendre des t-shirts et des baskets, bah, ils ont organisé un event. Tu vois, c'est vieux comme le monde, je sais pas si tu sais ça. Dans les années 80-90, tous les dessins animés qui avaient ce que les gens pensaient être des produits dérivés, tu vois, des jouets, en fait, le jouet est arrivé avant.
Ouais. Il y avait un jouet, puis on s'est dit pour le vendre, on va créer un dessin animé. Bon, bah là, c'est un peu la même chose. Il y avait des vêtements et des chaussures, et donc ils se sont dit, on va créer une compète. Donc, j'ai participé à celle-ci. Ok. C'est les prémices du French Throwdown, parce que l'année d'après, qui aurait dû être la 2e édition, enfin, c'est peut-être presque plutôt à toi de raconter ça, Reebok s'est désengagé au dernier moment, et la compétition n'allait pas avoir lieu. Et du coup, Daniel, qui nous avait été présenté comme l'interface entre Reebok et la communauté CrossFit, donc les premiers honneurs, Daniel s'est dit c'est quand même un peu bête de laisser ce projet mourir, et il l'a repris et financé avec ses propres deniers. D'accord. Donc j'ai pas participé à la 2e édition, si ce n'est au montage du rig à Charletti. Charletti, non, l'INSEP. C'était pas non, je crois non, c'était Charletti, il me semble, c'est Charletti. C'était pas l'INSEP. Sur la piste d'athlée dehors, c'était pas l'INSEP, ça. C'est l'INSEP. Ou alors, parce que Charletti, c'est 2017. C'est quoi le stade de juste après qu'on ait fait c'était pas la Villette ou Port de la Villette, c'est la finale du Reebok Fitness Championship. Et ensuite, ça c'est 2012. Dès 2013, on est dans l'INSEP, t'as le dôme en bois, mais t'as peut-être aussi un autre rig à l'extérieur. Donc l'INSEP. Moi, j'ai participé au montage du rig à l'extérieur de ce truc-là. On revenait d'une démonstration pour les équipes commerciales de Adidas et Reebok. Donc Reebok appartenait à Adidas. Ok. Et donc ils avaient une convention annuelle ou biannuelle qui avait lieu à Strasbourg. On était allé organiser une démonstration de CrossFit pour les équipes commerciales là-bas. Et puis au retour, on a filé un coup de main au montage du rig, donc à l'INSEP. Et voilà. Et après, c'est le dernier pied que j'ai mis Au French. Ouais. C'est le dernier pied que j'ai mis au French. Je devrais pas dire ça, mais en fait, c'est parce que moi, je n'ai pas d'appétence particulière pour le sport de compétition de CrossFit. Mhm. Voilà. Donc, c'est pas un truc qui me branche particulièrement. Donc, à moins d'avoir je sais pas, des clients ou un ami qui participe à une compète et d'y aller en mode cheerleader, je sais pas si je peux dire ça sans risquer mon poste, moi. Regarder, m'asseoir dans un gradin pendant 3 jours et pour regarder des gens faire des air squats, ça m'intéresse pas. Donc, si je suis pas avec des crécelles, tu vois, et des pompons pour t'imagine dire, très bien. tu vois, je l'ai fait hein, déjà, pour encourager quelqu'un, ça je comprends et ça me plaît et j'y vais en mode supporter, il y a pas de problème. Mais moi, partir 3 jours pour regarder des gens faire des tractions, c'est pas un truc qui m'intéresse. Donc, Ok. du coup, il faut comprendre que c'est en parallèle avec le fait que on est parti déjà tous les week-ends presque, et surtout encore plus vrai depuis 2020. Si j'ai un week-end libre, j'essaye de le passer avec ma famille, quoi. Enfin, Pas c'est pour regarder des air squats. Ouais, certains pourraient dire pour participer et tout, tu pourrais aider et tout. Si j'ai un week-end dispo où je suis pas sur les routes à travailler, je préfère Mais je comprends tout à fait. je l'investis le mot est pas trop fort, je l'investis dans ma famille. Après, j'ai failli participer à l'édition 2024. Donc lui, il m'avait motivé à participer à l'émission. Mais de la même manière que je vais le motiver à participer à 2025. Il le sait pas encore. 2026, tu veux dire. 2026, exact. Et j'ai failli participer à 2024. Il m'a travaillé au corps pendant des semaines. J'ai fini par dire oui. J'allais avoir un rôle dans 2024. Et le 14 février 2024, ma femme a décidé qu'on se mariait en juin 2024. Et elle a choisi que la date serait le jour des French. Donc je l'ai appelé dans la foulée en lui disant « Écoute gros, je pourrais pas t'aider filer un coup de main au French ». Il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit parce que je me marie ce jour-là. Il m'a dit c'est une bonne raison et en plus ça me donne une bonne raison de pas mettre un costard et de venir à ton mariage. Surtout que tu t'es vraiment bien débrouillé. Ouais. Donc lui il était content de pas venir. Moi j'avais une raison de pas y aller. Et voilà, donc... J'ai dû dire un truc odieux du genre, mais tu sais que t'es quand même au courant que 50% de ces trucs se soldent par un divorce. Alors que moi, mon truc, c'est du solide. Non, mais je me rappelle très bien, il m'a dit, non, mais en vrai, tu vois, en vrai, je comprends très bien. En plus, ça m'arrange, comme ça me donne une bonne raison de pas venir. Nous, je n'aime pas trop les mariages. C'est ça. Mais bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit,
moi, je le lâche pas. Et en fait, Raph, il sait très bien que si un jour il veut venir participer au French, il y a plein de rôles dans lesquels il pourrait exceller. Il y en a notamment un où je pense qu'il vraiment il surclasserait tout le monde. C'est le rôle qui consiste à gérer les appeals. C'est-à-dire les mecs qui viennent te voir survoltés et très fâchés parce que leur score c'est pas le bon score, parce que le juge il a fait ce qu'il fallait pas, naninana, et qui ont besoin d'être face à quelqu'un qui peut rester calme et qui est pas sensible à la pression. Voilà, je pense que c'est vraiment le candidat idéal. Voilà. Donc tous les ans, il sait qu'il aura droit à son invitation. Et vu qu'il n'est déjà pas là à la réunion des affiliés, je me dis peut-être cette année, c'est c'est la bonne si je me débrouille bien. Mais en tout cas, voilà. Pour les mêmes raisons, à la réunion des affiliés. C'est mon week-end. Il se marie avec sa deuxième femme. Et donc il peut pas être là, le mec. Je suis jamais chez moi déjà les week-ends, donc j'essaye. Je peux que comprendre. J'essaye j'ai participé à. Viens juste le vendredi, tu fais peur aux athlètes. T'es le premier mec qui vient qui fait un appel, tu le butes pour l'exemple. Hop, après c'est bon, plus personne ne viendra pendant le week-end, je mettrai juste une photo de droite comme ça. T'as vu l'image qui crie sur toi? Oui, c'est ça. C'est lui le grand méchant de la mode. J'ai la réputation d'être un vieux grincheux, mais c'est pas. C'est pas mieux. J'ai pas complètement volé cette réputation. Hein. Faut bien que je l'assume, mais. Ouais. Et donc, Et du coup, ton rôle, toi, Ellie, au sein de ces CrossFit, c'est French Rodin ou en pas? vrai, c'est mon premier, enfin, c'est mon deuxième surnom au sein de l'équipe de CrossFit Louvre, puisque le premier c'était soit Fat Prospect, soit The Swoosh, en fonction de à qui tu demandes, quoi, et je ne dirai pas pourquoi. En fait, moi, au French Rodin, j'ai toujours été ce qu'on appelle le troubleshooter, c'est-à-dire en gros, il y avait quand même des choses qui étaient bien organisées, on va dire, pendant très longtemps, parce que aujourd'hui ça a évolué, mais pendant très longtemps, Julian Festor, qui était l'ancien responsable de CrossFit France, travaillait sur tout ce qui était l'organisationnel pur et dur, Mhm. ok, le temps, la partie ressources humaines, entre guillemets, pour placer un petit peu. C'était, on va dire, le maître du jeu, tu vois, sur l'échiquier. La partie sportive, de longue date, a toujours été plutôt le domaine de compétences de David Lenouvel. C'est de nous tous, de un, le plus passionné par ça, de deux, celui qui a aussi la meilleure culture, tu vois, autour du sport de CrossFit. Donc c'est tout naturel que ce soit son domaine de prédilection. Mais il y a tout un tas de zones grises, tu vois, autour de tout ça. Et puis il y a d'autres pôles, attention, hein, pôle partenaire, pôle machin. Surtout maintenant avec la taille de l'événement. Ouais, J'imagine que- c'est tentaculaire. Mais si je reprends vraiment, moi, mais surtout dans mon copinage à moi, tu vois, voilà, c'était un peu ça. Et en fait, pour toutes les zones grises, bah, il y avait moi. Mais je pense que ça venait surtout du fait que bah déjà, ça convenait bien à mon tempérament. J'étais aussi un Parisien et pendant longtemps, on a travaillé sur Paris. Mhm. Donc, quand il faut trouver une solution de dernière minute, il faut trouver un micro à Montpellier parce qu'on fait l'annonce de l'Open et il n'y a pas de micro à 1h du matin. C'est Yes. moi qui vais trouver. Et pareil, en fait, voilà, sur ces trucs-là. Donc, ça m'a amené un peu à tout faire. Moi, je travaille beaucoup à l'avant de l'événement. Donc, vraiment tout ce qui est construction, etc., machin, des différents rigs, des différents trucs. Pendant le reste de l'année, je suis présent sur la plupart des appels et je suis pas indispensable. Donc, je remercie toujours l'équipe parce qu'en vérité, moi, mes missions sont très réduites. Mais je peux faire souvent le 11e homme. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, quand tout le monde va dans une direction, c'est vrai que ça m'arrive un peu de lever la main et de dire vous êtes sûr, ok, que c'est ce que vous voulez faire, pas pour par pur plaisir d'empêcher le monde de tourner en rond, mais parce que des fois, ça vaut la peine un peu de réfléchir. Et le gros de mon travail sur le French pendant que ça se déroule, en fait, c'est tout ce qui est lié au broadcast. Ouais. En fait, ça, c'est un truc qu'on a commencé à faire en 2017. On m'a foutu un micro dans la gueule, parce que comme tu peux le constater, parler n'est pas d'une grande difficulté chez moi. Et ce micro, je ne l'ai jamais rendu. Je l'ai partagé avec des gens de grande qualité comme Myriam, comme David cette année au CrossFit Games, comme Gauthier, comme plein d'autres gens avec qui j'ai pu bosser. Et c'est un rôle que j'affectionne beaucoup parce qu'il permet deux trucs. Il permet déjà de créer la légende en fait autour de ta compétition. C'est-à-dire que tu racontes des histoires dans l'histoire, tu vois, c'est la première chose. La deuxième, ça permet de vulgariser.
pour faire comprendre au grand public que c'est pas si chiant de regarder des mecs faire des air squats pendant 3 jours. Et, et c'est... Non, oula, pas du tout. Et c'est aussi la seule opportunité que lui et moi on a de faire ce qu'on appellerait dans le business du B2C. C'est-à-dire que nous, on forme des entraîneurs, on part à la rencontre de gens qui ont pour projet d'ouvrir des salles de CrossFit, et c'est 99,9% de nos échanges. Ouais. Et c'est top. Seulement, aujourd'hui, le CrossFit, pour parler que de ça, aujourd'hui, les gens, ils sont abreuvés en grande partie par des gens qui parlent de CrossFit, qui des fois mangent sur le dos de CrossFit, mais qu'en fait, ils n'ont pas un échantillon sur eux, ou alors ils n'ont pas le degré de compréhension euh, sans être prétentieux que nous on peut avoir. Et donc du coup, quand tu es dans des moments comme ça où en fait il y a peut-être 10 000, 15 000 personnes qui regardent, etc., les vidéos elles peuvent vite faire 50 000 vues sur le temps du week-end, bah c'est peut-être tu vois 10, Quelques 15 petits 000 graines. auditeurs où tu peux, tiens en fait, vous savez, le CrossFit c'est vraiment ça, derrière c'est une méthode, dans les salles ça doit se passer comme ça, etc. Et donc ça te permet de passer un message un peu universel qui revient sur les basiques et qui peut être différent de ce que va raconter ton compte Instagram ou ta chaîne YouTube habituellement sur ce que c'est que la méthode. Et puis moi, ça m'éclate parce qu'en vrai, je suis un peu plus fanboy quand même que Raphaël, c'est sûr. Et en fait, moi, ça m'éclate, quoi. Tu vois, Ah ouais. voilà, ça me plaît de voir ce qui s'y passe et je suis content de voir quand il y a des gens qui se réalisent, ça me fait Et kiffer. c'est pour la même raison que tu t'es lancé sur YouTube avec ton podcast de ton côté, Spotify, tu alimentes autant ton compte Instagram, est-ce que c'est pour les mêmes raisons ou... Alors, le podcast, c'est un truc que je crois que j'ai commencé en 2015, si je ne fais pas de bêtises. Donc vraiment, c'était même avant de faire le broadcast. Je pense que j'avais une envie qui est toujours présente. En vérité, c'est juste que je manque de temps, mais dans la box, j'aurai un bureau dédié à ça, et dans mon appart, je vais avoir un bureau dédié à ça. Mais c'est juste que, à mon sens, aujourd'hui, il y a trop de contenu autour du CrossFit en français, de gens qui, je suis désolé de dire ça, mais n'ont pas tout saisi, ou alors mettre ce contenu en avant parce qu'en fait, ça sert leur intérêt propre à eux en premier. Et que je comprends, il n'y a pas de souci. On vit dans un monde, dans une économie de marché, tout le monde a un truc à vendre. C'est sûr. Mais du coup, des fois, le propos de fond, il est un peu contre-productif. Et donc, l'idée, moi, avec le Shaker Show, ou quand encore je fais des vidéos, euh, c'est plutôt de faire un truc informatif, allez, éventuellement un peu rama, mais informatif et parfois inspirationnel quand j'interviewe un mec qui est cool. Mais voilà, pour revenir au truc un peu nature peinture, tu vois, du CrossFit que moi j'ai kiffé quand j'ai commencé. Et c'est vrai que c'est plus dur pour les Français quand on compare aux USA où tu as beaucoup plus de matière et de contenu. Donc voilà, le podcast, je l'ai commencé à l'époque pour ça. Alors, ça monte et ça descend ma régularité là-dedans. Donc en ce moment, je suis dans une période assez morte. Mais c'est parce que je pense que les masters, là, les vlogs que j'ai fait pour Mélodie quand elle est partie au Games, ça m'a poncé pour quelques semaines. Mais voilà, la volonté, elle est là. Et moi, ma manière de travailler, malheureusement, sur les réseaux sociaux, elle est très chaotique. C'est-à-dire que là, par exemple, t'as quel âge, toi, Simon? 26. Bon, bah, pour les mecs de ta génération, en général, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Vous avez la bonne stratégie, vous avez la bonne régularité. Euh, Autant de concepts sur la récurrence, les hooks, etc., que j'ai bien intégrés, mais dont j'ai particulièrement rien à branler, en fait. Ouais. En fait, dans ma manière de travailler, c'est pas ce qui me plaît. Et donc, tu vois, moi, mon compte Instagram, je publie plein de trucs. Mais en fait, c'est l'anarchie la plus totale. Donc c'est contre-productif d'une certaine manière, mais en vrai, ça me plaît que parce que c'est l'anarchie la plus totale. Ouais, Tu vois, ça voilà. va avec ton rythme de vie, quoi. Ouais, et puis je te dis, si je commençais à faire, tu sais, si je te disais, ouais, alors attention, je vais te dire un truc qui va complètement révolutionner ta compréhension de la méthode. En fait, moi, je vais aller gerber dans un coin dans les 4 prochaines minutes, tu vois. Si je commence à faire un truc hyper léché dans un beau studio, et en disant, ok, aujourd'hui on reçoit machin, encore que ça, peut-être qu'un jour je serai amené à le faire, mais ça me plaît pas. Tu vois, Est-ce c'est que, pas mon est-ce que truc. tu te permettrais pas de le faire pour dire, vas-y, je vais toucher plus d'audience et je vais faire évoluer plus de gens grâce à cette méthodologie que je crois à 200%, tu vois? Ouais, mais sans doute, mais ça voudrait dire aussi que du coup, je fournis mes efforts, etc. Tu vois, un mec que j'aime bien aux États-Unis, même si je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, par exemple, j'aime bien Sevan Matossian, qui est un Ok. mec qui bossait avec Greg Glassman pendant longtemps. Il a aujourd'hui son podcast. Je pense que son podcast il est très écouté par la communauté américaine aux USA. Et malgré tout, il est pas à l'arrache, puisque c'est un ancien professionnel de l'audiovisuel, donc tu vois, donc il sait quand même ce qu'il fait.
Mais c'est un peu c'est un peu le bordel, tu vois. Mhm. C'est un peu le bordel. Il a son truc, il a son micro, il a son machin, il envoie. Mais du coup, c'est très. Voilà, en fait, c'est ça le terme. C'est que je pense que je suis prêt à tout faire tant que je reste authentique. Ok, je Voilà. comprends. Et du coup, si je fais un truc où j'ai l'impression que je suis pas authentique, je le ferai pas. Demain, ça se trouve, tu me mets un putain de studio. J'étais à Westside Barbell là il y a pas longtemps, ils ont un putain de studio de podcast magnifique, mais ça pue Westside Barbell. Je me disais, ok, bah, le jour où j'ai un truc hyper léché, mais en gros ça pue le crossfit ou ça pue ce que moi j'en fais, ah, j'ai ok, je reste. Mais malheureusement, je pense qu'à l'heure actuelle, de mes moyens, de mon organisation, de, de plein de choses, je pense que non, en règle générale, dès que je dévie un peu de mon bordel organisé, je me dis, oh, vas-y, c'est bon. Tu vas pouvoir faire l'influenceuse, toi aussi. Net, j'ai une dans ton plumard. C'est pas la peine de forcer, tu vois. Et voilà, et puis je me dis qu'au final, il y a quand même un truc qui commence à arriver maintenant, que je percutais pas avant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a un truc qu'on peut pas nous enlever, c'est qu'on est là depuis longtemps. Oui. Tu vois. Et, peut-être que j'ai pas besoin de plus de légitimité que ça, en fait, au final. Tu Oui. vois. Voilà, c'est tout. Ok. Puis il y a d'autres mecs qui font des podcasts vachement Ok. mieux que les miens, mieux brandés. Bah, Mais tu es vachement mieux, mais... tu vois ce que je veux dire? Je dis, voilà. C'est. Non, mais c'est intéressant ces discussions autour de tout ça, et Raph, tu peux participer là-dessus aussi. Est-ce que tu as déjà eu des envies, toi, de créer peut-être un média, dans le sens de faire passer un peu la voix aussi, en semaine, évidemment, sur tout ce qui est la méthodologie CrossFit, etc. J'ai eu cette envie ou ça t'est jamais parlé? C'est vrai. un crochet de basse là. J'ai repris ton public de tout à l'heure. Non, t'as jamais eu cette envie Alors, on a un truc tous les deux déjà. Ok. Donc, que, que j'ai du mal à faire vivre. Moi, je fais des formations le week-end parce que je suis tombé amoureux de la méthode. Mhm. Et je suis chiant comme la mort, hein. J'ai pas grand-chose d'autre à raconter, tu vois. Donc, le reste du temps, je joue avec mes gosses, tu vois, je joue au Lego, j'essaie d'être un papa poule un peu. Et puis, je sais pas, ça va te sembler paradoxal ou quoi, mais ça m'intéresse pas d'être dans la lumière, tu vois. Ah ouais. Pas du tout paradoxal, au contraire. Ouais, ça m'intéresse pas. Ouais, ouais. Et je me suis fait jeter sous les roues du bus par un copain et j'ai monté une chaîne YouTube Je suis passé. où je fais des, où je fais des vidéos de tests et de reviews de sac à dos. Et la partie la plus difficile pour moi, c'est le montage. Genre, il faut que je m'écoute parler et que je regarde ma ganache pour faire ce truc, tu vois. Le montage en lui-même, je suis content d'apprendre à faire ça, tu vois. Et te monter toi. Mais il faut que, tu vois, que je réécoute ma voix, que je me regarde et tout. J'ai envie de couper en permanence. Alors, si tu as déjà regardé les vidéos, je trouve un moyen aussi. J'ai une caméra par-dessus. Alors, j'essaie de montrer, tu vois, de... Tout sauf ma gueule. Ouais, ouais. On est sur quoi? Le montage de vidéo, un sac. Je sais pas, j'ai envie d'avoir un message ou j'ai envie d'avoir un sujet ou d'accord, tu vois. C'est pour ça que quand tu m'as proposé le podcast, je te dis j'ai pas grand-chose à raconter, moi, tu vois. Je peux... Voilà. Donc on a un truc tous les deux parce que je crois, il le dit, il y a longtemps qu'on est là. Donc tu vois, on a traversé des orages, on a des choses à raconter, on peut témoigner, tu vois, on peut témoigner de choses. Puis on a été formé par des gens que je considère, et je crois pas trop te mouiller en disant que nous considérons comme étant bien meilleurs que nous, en plus, encore au moment où on se parle, tu vois. Malgré tout, on a été formé par des gens... c'est comme si t'es judoka et t'as été formé par Jigoro Kano. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ou t'es basketteur, t'as été formé par Michael Jordan, même si c'est pas lui qui a inventé le basket, mais... tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, bien sûr. Bon, ben... nous, on a été formés par des gens qu'on vénère quasiment à ce rang-là, et eux, ils ont été potentiellement formés par Glassman, tu vois, à un niveau ou à un autre. Ça fait de nous, potentiellement, les gens qui comprennent le mieux la méthode en France. Mhm. Pas parce qu'on est des génies, mais parce que chaque fois qu'on a dit une connerie, on s'est fait reprendre, tu vois, par quelqu'un qui dit « là, tu te trompes ». Et on essaie de moins se tromper maintenant.
Donc, le podcast qu'on a tous les deux, même si pour des raisons personnelles, on a du mal à être régulier, hein. Chaque fois qu'on se voit, on dit, viens, on s'assoit, on travaille, on va être plus régulier, puis on n'y arrive pas. Euh, L'idée vient de moi, si je te dis la vérité, et c'est parce que je voulais que quelqu'un lui pose les questions, parce qu'il est l'une des personnes qui connaît et qui comprend le mieux le CrossFit en France. Et quand lui, il est dans la peau du shaker show, c'est lui qui pose les questions aux autres. Donc, par définition, c'est pas lui qui donne la réponse. Et c'est un peu dommage. Enfin, pas que les autres aient pas quelque chose à dire. C'est cool, Bien sûr. tu vois. C'est cool. Mais je veux dire, Son point de vue peut être intéressant. exactement. C'est un peu dommage que lui, il donne pas sa réponse à lui, tu vois. Et qui est l'une des plus éclairées que tu puisses avoir sur le marché. Enfin, c'est quand même dommage que personne lui demande à lui. Donc, je lui ai dit, écoute, viens, on fait un truc et moi je fais Michel Drucker et toi tu fais les réponses et puis voilà, et puis tu donnes les vraies réponses parce que la méthode est chouette, tu vois, et elle est trop mal comprise, peut-être de notre faute, parce que puisque c'est nous qui formons les gens, si les gens comprennent pas, on doit avoir on doit, on doit- Le problème. on doit avoir une responsabilité dans ça. C'est là que tu vas le perdre ton tas. On a évidemment une part de responsabilité dans ce truc-là, mais ouais, c'est un chouette produit mal compris. Ok. Tu vois, c'est ma conviction aujourd'hui. Donc voilà. Ok, très bien. Je vous pose un petit jeu de fin, les gars. Vas-y. Alors, très simple. Vous allez passer du coup l'un après l'autre. Je vous pose des questions. Je vous dis, je sais pas, Paris ou Marseille. Il faut Ok. me répondre le plus vite possible sur ce que vous voulez. Ok. Ok? Qui commence? Eli? Raph? Vas-y. Raph. Allez, let's go. Non, je te mouille. Ah, ça Non, y est, je viens de faire une très longue réponse là. Ok, bon, allez, Eli. On y va. T'es prêt? Ouais. Allez, sport d'équipe ou individuel? Individuel. Spartan ou Aerox? Il va mettre 3 suites Aerox. Ouais, non, bien sûr. Non, en vrai, Spartan, juste parce que ça a l'air plus drôle. Ok. Métro ou avion? Ah bah métro, j'étais à la bac du métro, je peux pas dire le contraire. Bench ou back squat? En ce moment, back squat, parce que vraiment, faut que je le reconstruise. Tu préfères encadrer un L1 ou un L2? Bah tu vois, bon, de toute façon, je teste les mecs quand ils font les deux réponses et ça me rend ouf. Ok. Je te dirais paradoxalement un L1, parce qu'en fait, la musique de l'information, elle est tellement intégrée dans ma tête que voilà, je me sens vraiment à la maison quand je fais un lever. Bonnet ou casquette? Casquette. Ok. Et bien, pour finir, les games ou les French? Celle-là. T'as le droit de dire les deux au Joker, hein, je te dirais. Non, en fait, c'est marrant, parce que c'est un peu un sujet que je vais évoquer à la réunion des affiliés. Tu vois, c'est- je vais te dire les French, ok? Parce qu'en fait, moi, ce qui est un truc qui m'a fait kiffer, c'est les games, quand moi j'ai découvert le CrossFit, et qu'on regardait ça à 2-3 heures du matin, vraiment sur Internet, et toutes les légendes aujourd'hui, on parle à chaque fois, faut qu'on arrête de parler de Rich Froning, Kalipa, etc. C'est là, tu vois, ça, c'est électrocardiogramme plat, tu vois, sur les gens à qui on cause. Mais c'est le truc, tu sais, que ça m'a pris au ventre. La première année où David, lui, il a été voir les games en 2013, j'y étais pas, j'avais vraiment un seum incroyable, je regardais ça dans le salon de Jess. Et on bouffait tout, je dis putain, lui dans les gradins là, à Los Angeles, je me suis comme un connard à manger une pizza dégueulasse. Et voilà, et ce truc-là, quand même, qui m'a pris au trip, parce que moi, j'ai jamais été un athlète spécialement de CrossFit. Mais en fait, ma vision, tu vois, c'est que à l'époque, la communauté était plus petite. Ma vision, c'est qu'il faut trouver un moyen pour que, et d'ailleurs, avec les autres compètes, mais il faut que le French, ça devienne les CrossFit Games, ok, à minima de la France, et pourquoi pas de l'Europe, tu vois, pour en fait que les gens ils aient un truc qui les prenne dans le bide, tu vois, et qui en fait les stimule, qu'ils soient athlètes ou pas, tu vois, Ouais, je mais comprends. qu'ils soient passionnés de ça. Et du coup, c'est un vrai travail dans lequel on doit se lancer, et pour moi, c'est le seul moyen pour que le sport de CrossFit, tu vois, continue de fonctionner, il faut des fans, il faut être très orienté sur les CrossFit Games, sur tout ça, et surtout il faut créer des histoires locales, tu vois, il faut qu'en France on soit là, putain, j'en sais rien moi, ouais, Victor, Claudia, machin, un truc, bidule, parce qu'en fait c'est ça qui soutient, en fait, le truc, tu vois, c'est l'intérêt, et c'est aussi pour ça que
J'aime pas, par exemple, WFP ou ce genre de truc, parce que ça vient étioler un intérêt qui est déjà peu existant, en vrai. Et donc voilà, donc je vais te dire les French, parce que j'aimerais que les French deviennent les games pour les mangeurs de grenouilles que nous sommes. Merci pour cette réponse, tu vois. Raph, à toi, t'es prêt? Ok. Plutôt du matin ou du soir? Oh là. C'est trop tard pour lui, donc. Du midi. Du midi. Claquette ou chaussures de running? Claquette. Chez Albé à Culture Fit ou chez Matt à Pyrénéus? Ah, ok, là, c'était bien, là, Ça, c'est dur. Là. Ça, c'est dur. Puis le démo, il En fait plus, toi, on mange quoi. avec lui demain, donc les deux d'ailleurs. Chez Albé, c'est quasiment à la maison. Je vais dire maths au moins parce que j'y suis jamais allé. Tu vois ce que je veux dire? Juste, au moins pour ça. Par curiosité, parce que j'ai envie d'aller lui rendre visite un jour. S'entraîner ou encadrer? S'entraîner. GHD sit-up ou GHD back extension? Bac extension. Fraser ou Froning? C'est pas genre, il y a débat. Running. Ok, devant ou derrière un objectif? Je peux terminer cette phrase. Je peux expliquer pourquoi Froning? Bien sûr. Juste pour une. J'ai dit tout à l'heure que j'avais pas d'appétence pour la compétition. Il y a juste un cadre où moi j'adore les CrossFit Games ou les French, c'est quand je suis pas tout seul devant ma télé comme un pauvre con à regarder. Et les Games de l'époque Froning, j'étais encore dans une box. Et on organisait systématiquement le visionnage des games à la boxe, avec les barbecues, avec les WOD, au moins pour rester éveillé, entre les épreuves, au milieu de la nuit, les WOD stupides, etc. Et ça, c'était l'époque Froning. Donc c'est l'époque où on était à 3 heures du matin avec des allumettes, tu vois, dans les yeux, etc. À l'avènement de Fraser, moi je suis sorti des box déjà. Et je regarde plus les games chez moi tout seul, tu vois. Donc Ok. c'est juste pour ça. Peut-être même d'ailleurs, probablement certainement d'ailleurs que si c'était l'inverse, bah, je te dirais Fraser parce que c'est le moment où on regardait et où on faisait les barbecues, on rallumait le barbecue à 2 heures du matin, tu vois. Et voilà. Mais du coup, c'est pas par manque de respect pour qui que ce soit. C'est juste j'ai regardé à l'époque de Froning, c'était nouveau, ça nous faisait halluciner. Et voilà, tu vois. Cool. Très bien. Et c'était quoi la question suivante après? Tu m'as dit quoi? Devant ou derrière un objectif? Je parle évidemment de photo. Ouais, derrière, absolument derrière. Ouais, derrière. J'ai appris la photo quand j'étais journaliste. Je continue d'en faire un peu suivant mes humeurs. Mon Instagram poste ça et des conneries. Je poste des conneries sur les stories et des photos sur le feed. Donc ouais, derrière. Devant, j'aime pas être pris en photo. J'aime pas être filmé. C'est pas mon truc. Derrière. Ok, cool. Merci Raph. Merci Avec Ellie. plaisir. Ouais, je t'en prie, Simon, c'est avec grand plaisir.